Bonjour, ceci est la deuxième partie d'une relecture d'une présentation que j'ai faite en 2013 dont l'objectif était de répondre à la question qu'est-ce qu'une économie durable. La première partie est également disponible sur cette chaîne. Je mettrai le lien en commentaire. Je vous invite à écouter la première partie qui porte sur le constat, qui explique ce que sont des ressources renouvelables et non renouvelables, qui parle aussi de ressources énergétiques et de changement climatique, avant de regarder la suite. Parce que maintenant je vais vous parler des leviers d'action, mais je pense que c'est important d'avoir partagé le constat avant de regarder la suite. 3 diapos pour résumer la première partie. Cette diapo sur les ressources renouvelables. Et pour répondre à la question qu'est-ce qu'une économie durable? Une économie durable, c'est une économie qui gère durablement les ressources renouvelables, c'est-à-dire que le taux de prélèvement dans la nature n'excède pas le taux de renouvellement, que ce soit pour les ressources en eau, pour les ressources pour la pêche, pour l'utilisation des sols ou pour les forêts. Deuxième diapo, pour illustrer la place des énergies fossiles à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc là, en abscisse, c'est le temps. Ici, c'est Jésus-Christ. Là, c'est les années 2000 après Jésus-Christ. Par rapport aux stocks d'énergie fossile qui sont disponibles, là, c'est uniquement le pétrole, mais on peut extrapoler cette courbe au gaz naturel et au charbon. Notre utilisation massive de ressources fossiles qui ont mis des centaines de millions d'années à s'accumuler, ce sera une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Donc il est vraiment important d'utiliser ces ressources fossiles, une énergie abondante et bon marché, pour préparer la suite, pour développer des énergies qui nous permettent de maintenir nos civilisations sans plus avoir besoin d'énergie fossile. Troisième diapositive pour illustrer les changements climatiques, pour garder en mémoire que les prévisions de croissance des températures, si rien n'est fait, si on est sur la courbe business as usual, c'est 5 degrés d'écart par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle. Et je vous invite à garder en mémoire que 5 degrés d'écart en moyenne mondiale, c'est l'écart qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, il y a moins 20 000 ans, et que ce delta de température de 5 degrés, cette hausse de 5 degrés entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, s'est étalée sur 5 000 ans. Donc ce qu'on est en train de déclencher et ce qu'on risque de vivre, c'est un changement d'air, mais à une vitesse 20 fois supérieure. Après ce constat assez sévère, je vous invite à faire un petit peu de mathématiques relativement simples pour essayer d'identifier 4 leviers qui nous permettraient de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Là, le CO2, c'est un résumé. On pourrait raisonner aussi en équivalent CO2, donc en émissions totales de gaz à effet de serre. On est resté sur le CO2 comme un indicateur de notre consommation d'énergie. Donc CO2 égale CO2, jusqu'ici tout le monde suit. Là je vous invite à décomposer les émissions de CO2 en émissions de CO2 par personne multipliées par la population. Donc là on voit qu'on a deux leviers, on a un levier population totale et un levier émissions par personne. Cette équation, elle permet de voir que la notion, je dirais, de bien et de mal de quotas de CO2, elle dépend grandement de la population mondiale. Si nous n'étions que 1 milliard, il ne serait peut-être pas nécessaire de remettre en cause notre mode de vie à l'échelle du changement climatique. Là, il est vraiment question de se dire, on a une planète qu'il est question de partager à 7 milliards, bientôt 10 milliards. Les émissions de CO2 par personne, on peut aussi les décomposer en deux facteurs.
le PIB par personne, ça ce serait la richesse par personne, et puis le CO2 émis par point de richesse. Donc combien de CO2 j'ai besoin pour produire tant de richesse, et combien de richesse par personne il faut que je vise pour atteindre un confort et un bien-être souhaitable. Et puis on va aller un petit peu plus loin dans la décomposition mathématique pour faire apparaître le facteur énergie. Et donc on peut décomposer mon facteur CO2 en combien de CO2 j'émets pour consommer tant de kWh d'énergie, donc facteur d'émission, combien de CO2 pour tant de kWh d'énergie, combien d'énergie j'ai besoin pour produire tant de richesse, donc ça ce serait l'intensité énergétique de la croissance, et puis quelle richesse je vise par personne, et enfin mon facteur population. Donc finalement, mes émissions de gaz à effet de serre, c'est le contenu carbone de mon mix énergétique, multiplié par l'intensité énergétique du PIB, multiplié par le revenu par habitant, et si on pense en delta, c'est multiplié par la croissance, multiplié par la population. Donc on obtient bien 4 facteurs que je vous propose de décomposer et d'interroger un par un pour identifier nos différents leviers d'action. On va commencer par le contenu carbone, l'intensité carbone de l'énergie qu'on consomme. Alors je vous rappelle qu'on est sur une présentation de 2013 et qu'il est peut-être souhaitable de mettre à jour certains chiffres. Là, vous avez le contenu carbone de différentes sources d'énergie finale. Alors en vert, vous avez l'électricité, en jaune, vous avez la biomasse et en orange, les combustibles fossiles. On va commencer par les combustibles fossiles. Eux, je suis sûre que les facteurs d'émission n'ont pas changé, puisqu'il s'agit vraiment du contenu énergétique au moment où vous brûlez du charbon, du pétrole, du gaz naturel ou de l'essence. Donc ça, ces facteurs-là ne changent pas. On voit bien que la consommation, la combustion de combustibles fossiles, c'est ce qui est le plus intense en carbone. Ensuite, vous avez la production, l'intensité carbone de l'électricité. Là, on voit que selon la façon dont vous allez produire votre électricité, son contenu carbone va être plus ou moins important. La première barre verte, la barre verte la plus importante, c'est la production d'électricité à base de charbon. Quand vous brûlez une certaine quantité de charbon, déjà on voit quand on compare le charbon, le gaz ou le pétrole, on voit que quand vous brûlez du charbon pour la même quantité d'énergie produite, c'est là que vous émettez le plus de CO2, parce que quand on brûle du charbon, l'énergie qu'on récupère, c'est principalement l'énergie de liaison carbone-carbone, CC, alors que lorsque je brûle du gaz naturel, je récupère de l'énergie issue de la coupure de liaison carbone-hydrogène. Donc pour récupérer 1 kWh à base de gaz naturel, je vais produire moins de CO2 que lorsque je récupère 1 kWh à base de charbon. Si ce charbon, au lieu de récupérer tout de suite de la chaleur ou de l'énergie mécanique, je récupère de l'énergie mécanique qu'ensuite je transforme en électricité, là j'ai des pertes. Et des pertes qui sont, une partie de ces pertes-là sont des pertes issues d'équations physiques incompressibles. On peut gagner encore un petit peu en efficacité, mais il y aura des pertes de toute façon physiques de l'ordre d'au moins 30%. Pardon, pas les pertes, mais que selon le type de combustible, on va avoir un rendement maximum des machines thermiques, un rendement maximum qui vont être de l'ordre de 35%, 35-40% pour combustible essence, gasoil, ça va monter à 50% pour les moteurs industriels au gaz. Et voilà, on a une limitation physique au rendement entre combustion de l'énergie fossile, récupération d'énergie mécanique et après transformation d'énergie mécanique en électricité. Donc de toute façon, entre les kilowattheures d'énergie fossile
brûlés et les kilowattheures d'énergie électrique récupérée, on a nécessairement des pertes. Ces pertes, ça s'appelle la chaleur fatale. L'énergie qui est perdue, elle part sous forme de chaleur et c'est ce qu'on appelle la chaleur fatale. Principe de Carnot. Et donc, lorsque j'utilise de l'électricité produite à base de charbon, mon facteur d'émission, il est de l'ordre de 900 kg équivalent CO2 par mégawattheure. J'ai pris l'exemple de la SNET qui possédait encore quelques centrales charbon dans le nord de la France, qui sont peut-être fermées depuis 2013, ce serait à vérifier. Mais ce facteur d'émission de l'électricité, c'est aussi le facteur d'émission de l'électricité dans les gros pays charbonniers, que sont la Chine, que sont l'Australie ou que sont l'Afrique du Sud. Donc lorsque vous importez des biens matériels qui ont été fabriqués dans ces pays-là, ils ont été essentiellement fabriqués à base d'électricité produite à base de charbon, donc c'est des produits qui ont un contenu carbone très très élevé. Ensuite, vous avez l'électricité moyenne en Union européenne, donc là c'est un mix très très hétérogène qui contient de l'électricité à base de charbon dans les centrales plutôt des pays d'Europe de l'Est, Pologne, République tchèque, encore un peu l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne a prévu de sortir du charbon, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis une partie d'électricité produite à base de gaz naturel, d'énergie nucléaire et un tout petit peu de renouvelables. Ensuite, là où j'ai mis le petit logo EDF, vous avez l'électricité moyenne en France, dont le contenu est majoritairement nucléaire, mais aussi un petit peu de gaz naturel, un petit peu de charbon et un tout petit peu de renouvelables. Et puis on a l'ADEME dissociait l'électricité moyenne, donc moyenne jour-nuit, moyenne été-hiver, de l'électricité nécessaire pour le chauffage. C'était important pour lorsqu'on installe un chauffage électrique, il faut utiliser ce facteur d'émission de l'électricité parce qu'en fait, l'hiver, au moment où on a des pics de consommation d'électricité pour faire la cuisine ou pour chauffer les bâtiments, c'est à ce moment-là qu'on met en route les centrales à gaz, les quelques centrales à fioul qui subsistent. Et quand il y avait du charbon, ça faut vraiment que je vérifie s'il est encore ouvert ou pas, les centrales à charbon. C'est pour ça que le facteur d'électricité du chauffage en France, des chauffages électriques, est plus élevé que le facteur d'électricité moyen. J'avais mis aussi pour pouvoir comparer cette consommation d'énergie, les 1000 km en voiture avec une voiture qui ferait du 6,5 litres au 100 km, pour qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça représente de consommer 1 mégawattheure de gaz ou 1 mégawattheure électrique par rapport à rouler 1000 km en voiture. C'est les ordres de grandeur. Voilà. 1 mégawattheure, c'est un petit peu plus que de rouler 1000 km en voiture, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc on voit quand même que entre utiliser de l'électricité en France ou utiliser de l'électricité en Chine, l'impact écologique n'est pas du tout le même. C'est pour ça qu'on peut se dire, rouler en voiture électrique en France, ça peut être un sens. Rouler en voiture électrique en Chine, ça n'a aucun sens. Rouler en voiture électrique avec de l'électricité qui est produite à base de combustibles fossiles, c'est un non-sens parce que vous brûlez le pétrole pour produire de l'électricité. Donc là, il y a des pertes. Vous avez un rendement qui est de l'ordre de 30-35%. Et ensuite, cette électricité-là, vous la transformez en énergie mécanique. Il vaut mieux brûler directement la voiture et la transformer, transformer directement le pétrole, uniquement le pétrole en énergie mécanique. Après, le gain, ça peut être une moindre pollution en ville. Donc si là, l'idée, c'est de dépolluer les centres-villes des particules fines, ça pourrait avoir un sens, mais d'un point de vue purement énergétique, c'est un non-sens. Là, on va faire un petit zoom, parce que j'ai pas parlé on va rajouter les énergies renouvelables. Donc là, vous voyez, en haut, j'ai changé d'échelle. Le graphique précédent, je montais jusqu'à 900 000. Là, je m'arrête, et donc ça, j'ai tronqué ma barre pour
montrer que c'est la seule qui dépasse les 400 kg d'équivalent CO2. Mais là, j'ai rajouté le photovoltaïque et j'ai rajouté l'électricité éolienne et puis le solaire thermique qui consomme, qui consomme quasiment rien. Pourquoi j'ai fait ça? Même si aujourd'hui les énergies renouvelables sont encore minoritaires dans le parc français, il y a certains pays pour qui elles commencent à occuper une place significative. Et pour donner un petit peu de lueur d'espoir, lueur de réflexion et de se dire mais il faut qu'on choisisse où on met nos investissements et où on met notre argent. On voit que là, à l'échelle, sans parler de l'échelle de la Chine, mais qu'à l'échelle européenne, si notre mix moyen y switchait du charbon, du gaz naturel vers les énergies renouvelables, sachant que c'est, on va dire, l'électricité éolienne qui est la plus efficace d'un point de vue à la fois bilan carbone, mais aussi usage des sols. Alors bien sûr, le photovoltaïque reste très très intéressant en termes d'échelle. Là, on a le facteur 4, sans problème. En tout cas sur la part électricité. Et si j'ai une électricité d'origine renouvelable, là ça commence à avoir un sens de prévoir une part de voitures électriques, de trains électriques en termes de mobilité. Par contre, le photovoltaïque a une empreinte au sol qui est relativement élevée, donc il faut le réserver à des sols qui sont déjà, des surfaces qui sont déjà artificialisées, donc toiture de bâtiments, toiture de supermarchés, parking, routes, donc comment dire, voies pour couvrir des voies piétonnes, pour couvrir des voies cyclables, et puis l'énergie éolienne, voire la biomasse, mais la biomasse ça n'a pas de sens de la convertir en électricité, il faut la garder pour des usages chaleur, c'est beaucoup plus efficace. Alors on peut faire un peu de cogénération, utiliser la chaleur et valoriser une partie en électricité. Mais faire que l'électricité avec des plaquettes forestières, ça n'a pas de sens. De façon générale, même à partir de gaz naturel, de fuel, etc., la production électrique à partir de combustible, elle ne devrait plus être autorisée que sous une forme de cogénération, donc avec valorisation de la chaleur. Et dans ces cas-là, la question du nucléaire se pose dans la mesure où, par rapport au risque nucléaire, on n'installe pas les centrales à proximité des villes, donc souvent elles se trouvent à des distances qui sont incompatibles avec l'utilisation de ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc cogénération nucléaire, mis à part dans les sous-marins et sur les porte-avions, c'est pas envisageable à terre, donc quelque part ça remet en cause cette filière-là. Et toutes les autres utilisations de combustibles, que ce soit gaz ou biomasse, pour en partie gaz, biomasse, déchets, doivent s'envisager sous l'aspect cogénération. Je produis l'électricité, mais je valorise également la chaleur résiduelle, qui sinon sert uniquement à chauffer les petits oiseaux. Toutes les grosses tours aéro-réfrigérantes, que ce soit pour les centrales charbon en Australie ou en Afrique du Sud ou centrales nucléaires chez nous, aujourd'hui ça chauffe les petits oiseaux et c'est bien dommage. Donc voilà, ce premier facteur contenu CO2 de l'énergie, on voit qu'on a un énorme gisement de réduction des émissions. Par contre, si on regarde la part des énergies renouvelables, là dans mon petit graphique de tout à l'heure, donc je rappelle, ceci c'est un scénario parmi d'autres, on n'est pas sûr d'avoir assez de pétrole pour le remplir, mais je vous donne quand même le poids relatif des différentes énergies. Donc là on voit l'importance du nucléaire, l'importance de l'hydroélectricité et l'importance aujourd'hui des autres énergies renouvelables. Là il y a un gros effort à la fois en termes de R&D, à la fois en termes d'investissement, à la fois en termes je dirais d'aménagement du territoire, parce que construire des centrales hydroélectriques, ça va nécessiter de créer de nouveaux lacs, donc d'inonder de nouvelles zones, et ça ne peut pas se faire sans concertation avec les riverains. Par rapport au photovoltaïque, par exemple, j'ai eu travaillé avec le CRER, le Centre régional pour les énergies renouvelables, qui est basé près de Niort. En gros, ils ont fait un gros travail de cadastre solaire auprès des communes rurales de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce que montre leur travail, c'est que pour subvenir aux besoins de la consommation locale en électricité, donc un usage essentiellement domestique et puis les écoles, la mairie, etc.,
l'implantation de panneaux solaires sur les toitures existantes convenablement orientées suffisent à l'approvisionnement de des besoins en électricité tertiaire, j'ai envie de dire. C'est clair que s'il y a une petite industrie locale, là, il y aura besoin de plus. Mais si vous rajoutez l'électricité sur les toitures et un peu de bâtiments agricoles à côté, les communes rurales n'ont pas besoin de plus. Le fait de construire des barrages et de construire des éoliennes, ça va être pour approvisionner les agglomérations, les villes et les industries. Donc là, la question de l'aménagement du territoire et de la répartition de l'habitat sur le territoire peut être une question, et on a des points de vue, je dirais, qui s'opposent quand on parle de qu'est-ce que c'est un habitat durable. Il y a les tenants de la densification, parce que quand vous habitez dans une tour et un petit appartement, si tant est que cette tour soit pas trop haute, vous avez des besoins en chauffage qui sont réduits. Par contre, vous n'avez pas de surface qui vous permette d'installer suffisamment de panneaux solaires pour subvenir à vos besoins. À l'extrême inverse, vous avez les tenants de la permaculture en Australie, pour qui un habitat durable, c'est un habitat suffisamment dispersé pour que les personnes soient autonomes en électricité avec leur toiture solaire, y compris pour alimenter leur voiture et puis leur jardin potager pour produire ce dont ils ont besoin. Le souhaitable et la vérité est certainement au milieu. Là, c'est plus quelques courbes qui mériteraient d'être actualisées, qui comparent la place du nucléaire et la place de l'hydroélectricité à travers le monde. Donc voilà, les énergies renouvelables sont marginales, mais comparées au nucléaire, c'est du même ordre de grandeur que le nucléaire. Et par contre, la tendance récente, suite à l'accident de Fukushima, c'était une stagnation du nucléaire, un arrêt des gros projets, et alors que l'hydroélectricité était encore sur une pente ascendante. Reste toujours la question de partage d'usages, partage des usages. Là, les installations de gros barrages en Amazonie, en Afrique, posent vraiment la question de compétition pour l'usage des terres entre les populations qui habitaient là jusqu'à présent et qu'on exproprie alors qu'elles ont des modes de vie extrêmement durables, qu'on va exproprier, voire tuer. Il y a des exemples de chefs de tribus qui sont assassinés en Amazonie pour pouvoir approvisionner l'industrie et les mégapoles. Donc là se posent d'autres questions que la question énergétique. Là, c'était un petit peu pour pareil, ça vaudrait le coup de mettre à jour ces chiffres-là. Certes, l'énergie éolienne, elle reste encore la contribution de l'énergie éolienne reste encore faible à l'échelle mondiale, mais si on compare les premiers temps du nucléaire avec les premiers temps de l'énergie éolienne, on voit qu'on était en 2013 sur des courbes assez proches. Il faut vraiment que je prenne le temps de réactualiser ces courbes pour voir si la tendance se confirme sur les 7 dernières années. Et là, c'était pour, pareil, à mettre à jour. La Chine produit son électricité majoritairement à base de charbon, mais elle a aussi beaucoup investi dans le nucléaire, et sur une période récente, elle fait partie des premiers investisseurs dans les énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien. Donc, si je reprends mon équation, mes 4 facteurs, lorsqu'on regarde le premier facteur, la conclusion évidente, c'est qu'il faut développer massivement les énergies renouvelables et qu'il faut trouver des mécanismes politiques, juridiques, fiscaux pour diriger les investissements. Aujourd'hui, c'est plus rentable encore d'investir ces euros dans l'industrie fossile parce que les règles, que ce soit aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, les règles restent favorables aux énergies fossiles. Et donc là, il y a des responsabilités politiques, il y a des choix de taxation, de détaxation qui doivent être mis en place pour que la fiscalité soit plus intéressante pour les filières d'énergie renouvelable,
pour drainer les capitaux qui aujourd'hui alimentent encore l'industrie fossile, ne serait-ce que pour aller exploiter les sables bitumineux au Canada ou construire des pipelines qui vont permettre d'approvisionner les États-Unis à partir de ces sables-là, pour que ces flux de capitaux ne soient plus dirigés vers les énergies fossiles, mais soient dirigés vers les énergies renouvelables. Quelques ordres de grandeur quand même quand on compare l'intensité énergétique par exemple du nucléaire avec les éoliennes. Je pense que c'est important d'avoir ça en compte, de prendre ça en compte, parce que la tendance ça pourrait être de se dire ouais génial, j'ai plus qu'à remplacer, voilà, on remplace tout par des énergies renouvelables et donc j'ai pas besoin de me poser la question des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. Avant de me pencher sur les questions énergie et climat, je travaillais sur la biodiversité au WWF et je reste amatrice de nature, de protection de la biodiversité, de protection des paysages et des écosystèmes. Toutes les énergies ont un impact écologique, même si leur impact CO2 est plus faible. Les énergies renouvelables ont une emprise au sol et un impact environnemental local qui n'est pas nul, qu'il faut prendre en compte. Et donc, on peut être très favorable au développement des énergies renouvelables, mais pas pour n'importe quel usage, pas pour gaspiller. Là, si on prend l'exemple, ça pourrait être une tranche nucléaire ou ça pourrait être une centrale à charbon. Pour remplacer un morceau de centrale nucléaire, après ça dépend de sa taille, il faut l'équivalent de 2000 éoliennes, de 2 mégawatts. C'est ce qu'on installait. Alors là, j'ai pris des éoliennes en mer, c'est pas très malin. J'aurais dû prendre des éoliennes à terre parce que aujourd'hui, on est capable d'installer de grosses éoliennes comme ça au sol. Sachant que, pourquoi? Parce que si vous multipliez 2 MW par 2000, vous avez un chiffre qui est bien supérieur aux 1300 MW de ma tranche nucléaire. C'est parce que ma centrale nucléaire, elle va fonctionner 75% du temps. Le reste du temps, je l'arrête pour la maintenance. Alors que mon éolienne, en moyenne, pour celles qui sont installées en Europe, son facteur de charge, donc l'équivalent de sa production, ça va être 25% de la puissance installée. Elle va fonctionner peut-être 60% du temps, mais elle ne va pas fonctionner tout le temps à pleine charge. Donc en moyenne sur l'année, c'est comme si elle avait fonctionné 25% du temps à pleine charge. Donc pour produire autant d'électricité que 1300 MW installés de nucléaire, il faut installer, donc là 4000, 3 fois plus, 4000 MW d'éoliennes. Et donc si on traduisait la puissance nucléaire installée en France actuellement, ce serait l'équivalent de 95 000 éoliennes. Alors ça paraît énorme, voilà, si je prends le chiffre tout seul, mais si je rapporte ça au nombre de communes, ça fait que 2 à 3 éoliennes par commune, si chacun fait sa part. C'est peut-être pas si énorme que ça, sachant qu'il y a des endroits où j'ai un petit peu moins de vent et qu'il y a des communes qui en accueilleront sûrement un peu plus sur leur territoire. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas anodin. Et si on ne veut pas monter à 10 éoliennes par commune, si on se met à la voiture électrique, etc., il va falloir qu'on baisse, qu'on ne soit pas sur le scénario business as usual, mais qu'on trouve les moyens de réduire notre consommation d'électricité pour les différents usages. Surtout si on veut développer d'autres usages comme la voiture électrique. Clairement, lorsque je remplace une centrale nucléaire, par exemple par des éoliennes, je vais avoir beaucoup plus de matière immobilisée dans mes éoliennes que dans ma centrale. Béton, c'est pas forcément sûr. Après, ça dépend si mes mâts sont en acier ou mes mâts sont en béton. Mais globalement, en termes, oui, je pense que globalement, en béton et en acier, j'ai besoin de plus de matière pour fabriquer les éoliennes. Donc là se pose la question des ressources, d'autres ressources non renouvelables que sont les métaux. On les avait vus tout au début, hein, quand on a fait la liste ressources renouvelables, ressources non renouvelables. Je vous rappelle, voilà, l'écorce terrestre, 30 km d'épaisseur. L'aluminium, c'est à peu près 8% de l'écorce terrestre. Le fer, 5%. Donc on voit que c'est pas par hasard que c'est aussi les métaux les plus utilisés. Mais de la même façon qu'on a une augmentation exponentielle de nos consommations d'énergie depuis le début de la révolution industrielle, on a aussi une très forte augmentation de notre consommation de métaux.
que ce soit le fer, le cuivre, l'aluminium, et puis voilà, ça c'est pour les principaux métaux qui sont utilisés à travers le monde. Et quand on regarde aussi la construction d'infrastructures, voilà, pour construire des immeubles en Chine et dans les autres pays à forte croissance, on a besoin d'acier, et l'acier est fabriqué à base de fer. Là, on va revenir sur les autres, voilà, comment se répartit cette consommation d'énergie, quels sont les gisements d'économie. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale, sachant que c'est pas du tout les mêmes chiffres en France, parce qu'en France, on a beaucoup plus de résidentiel et beaucoup moins d'industrie. Globalement, et là, on est en termes de consommation d'énergie finale. Donc pour le résidentiel, je vais compter que des kilowattheures d'électricité, mais je ne vais pas prendre en compte le charbon, pas directement le charbon qu'il a fallu utiliser pour produire l'électricité. Sachant que l'industrie, elle va utiliser aussi beaucoup de gaz, beaucoup de charbon pour la production d'acier, de gaz pour la production d'engrais, etc. Rapporté à l'énergie finale, c'est quand même l'industrie qui consomme la moitié de l'énergie au niveau mondial. Alors de l'énergie quand on dit le charbon pour l'acier, c'est autant de l'énergie que de la matière première, et on va compter dedans aussi les usages chimiques du pétrole, par exemple la production de plastique ou la production d'engrais. Pour produire des engrais, en fait, le gaz naturel, il est aussi bien utilisé comme source d'énergie que comme réactif chimique. Donc là, ce qu'on voit sur l'éclaté de ce graphique-là, c'est que l'industrie chimique, ça consomme 22% de l'énergie mondiale. Donc dans l'industrie chimique, il y a aussi la production de plastique, la production d'engrais. Les aciéries, donc la production d'acier à travers le monde, c'est 15%, essentiellement du charbon, donc qui sert à la fois de source d'énergie et de réactif pour réduire le fer. Tous les autres minéraux non métalliques, donc là ça va être la production de ciment, la production de verre, la production de céramique, de briques, de tuiles, 6%. La pâte à papier, on est quand même à 4% de la production mondiale d'énergie, la consommation d'énergie finale. Donc tout ce que je peux faire pour économiser du papier, ça a un impact en termes de ressources, de surface de forêt, mais ça a aussi un impact énergétique non négligeable. Voilà, si on divisait par deux notre consommation de papier et de carton, ce serait 2% de la consommation d'énergie finale. Et puis les autres métaux, les métaux non ferreux, on est à 3%. Ça donne une idée. Les transports, on reste là, on est sur essentiellement du pétrole, 27% de l'énergie finale, le résidentiel et le tertiaire, donc là ça va être les bâtiments, chauffage des bâtiments, cuisine, production d'eau chaude et appareils électriques et électroniques, ça fait le dernier quart. On va revenir sur les métaux et sur la production des autres matières. Ce qu'on constate aujourd'hui à travers le monde, c'est qu'on a des minerais de moins en moins concentrés. On a commencé par exploiter les gisements les plus simples, les moins chers à exploiter, les plus concentrés, les plus faciles à trouver aussi. Donc ça veut dire que il y a besoin de plus en plus d'énergie pour aller chercher cette matière première, pour la concentrer, pour l'extraire. Et en même temps, on a une énergie qui est de plus en plus difficile à aller chercher. Là, par exemple, pour aller chercher du pétrole en mer, c'est pas du tout les mêmes infrastructures, c'est pas du tout les mêmes tuyaux pour le faire remonter, parce qu'on est en conditions salines hyper oxydantes. Donc les tuyaux, les pipes qui permettent de faire remonter le pétrole dans les gisements profonds à 2000 mètres, c'est pas du tout les mêmes que ceux qu'on va utiliser. Déjà, ils sont beaucoup plus longs, mais c'est des aciers beaucoup plus complexes, beaucoup plus résistants que ceux qu'on utilise à terre. Donc voilà, de plus en plus d'énergie, une énergie de plus en plus compliquée à aller chercher. Donc voilà, des minéraux de moins en moins concentrés qui nécessitent de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, et on a une énergie qui va être de plus en plus compliquée à aller chercher.
Et puis, si on rajoute le développement des renouvelables à tout ça, pour produire de l'énergie, on va avoir besoin de toujours plus de matières premières. Une matière première qui est de plus en plus compliquée à aller chercher, etc. Donc là, on voit qu'on arrive sur un cycle qui est de plus en plus compliqué, de moins en moins durable. Besoin de plus en plus de matières premières, une matière première de plus en plus difficile à aller chercher, qui demande de plus en plus d'énergie, mais une énergie de plus en plus rare, qui demande de plus en plus de matières premières, etc. Donc la quantité de ressources, en plus de la question énergétique, se pose aujourd'hui l'accès aux ressources métalliques, terres rares, etc. Je vous avais également cité la question du sable, de construire le sable pour le béton en première partie d'exposé. Cette considération-là implique la nécessité de recycler au maximum les matériaux dont on dispose. Là, symboliquement, pour extraire, je pense qu'on peut l'appliquer à l'acier, peut-être même à l'aluminium. En ordre de grandeur, il faut 2 fois plus d'énergie et peut-être parfois 3 à 4 fois plus d'énergie pour extraire du fer ou de l'aluminium, du minerai natif, que d'énergie qu'il est nécessaire pour le recycler, sans perte fonctionnelle. Parce que là, il faut voir que quand on parle d'économie circulaire, en fait, on a des fuites sur mon cycle. Il n'y a qu'une partie il y a qu'une partie des matériaux utilisés qu'on est capable de recycler sans perte fonctionnelle. D'abord, il y a des usages dispersifs des matériaux, les peintures, les cosmétiques. Voilà, quand on va rajouter, je ne sais plus, je crois que c'est le blanc de titane qui doit être utilisé dans certains, peut-être dans les crèmes solaires ou des choses comme ça. Là, on a un usage dispersif. On serait incapable de recycler ce qui part dans les cosmétiques et dans les peintures. Après, si je prends le fer, par exemple, toute la partie qui rouille, qui est corrodée, celle-là, elle est dispersée. Elle va tomber en poussière, elle va repartir, elle va se redisperser dans l'environnement. Il y a une perte par usure et par corrosion. Si je prends les plaquettes de frein, si je prends toutes les pièces d'usure, tout ce qui coupe, les lames, les socs de charrue, les lames de tronçonneuse, la lame de votre couteau, le couteau que vous aiguisez. Quand vous regardez les couteaux de grand-mère, entre le couteau neuf et le couteau fini, on a perdu les 3/4 de la lame. Donc ça, ce sont des usages dispersifs, c'est de la matière qu'on ne va pas être capable de recycler. Et puis après, sur la partie qui est recyclée, il y en a une partie qu'on conserve, mais qu'on va recycler avec une perte fonctionnelle. Par exemple, un acier de qualité. Lorsqu'on recycle l'acier, en fait, on mélange plein de sortes d'acier qui contiennent plein de sortes d'additifs. Et en général, les aciers technologiques pointus, on les produit à partir de fer issu des hauts fourneaux qui est tout neuf, dans lequel il n'y a pas d'additifs, et on peut doser très finement les additifs, choisir et doser les additifs comme on veut. Donc là, aujourd'hui, il y a un tel besoin de fer à béton qu'on ne se pose pas la question, mais que l'essentiel de l'acier recyclé, il part en fer à béton, donc avec des propriétés, une valeur et des propriétés mécaniques dégradées. Si vous voulez faire du verre blanc, pour faire du verre blanc, il faut du verre blanc à l'origine. Si vous mélangez toutes vos bouteilles de verre blanc, verre vert, verre marron, vous n'avez pas la possibilité de refaire du verre blanc. Et vous avez la même chose pour les papiers et les matières plastiques recyclés, avec soit une perte de propriété mécanique, ou une perte si les emballages en agroalimentaire, par exemple, vous devez rester sur des matières premières non issues de déchets pour être sûr qu'elles ne soient pas polluées. Donc une économie circulaire, oui, mais il faut se dire qu'à chaque cycle, on perd un certain pourcentage. Donc plus vous multipliez les cycles, moins à la fin il vous reste de matière. Si à chaque fois que vous faites un cycle, vous perdez la moitié de votre matière, au bout de 4 cycles, il ne reste plus grand-chose. Donc la première action, avant même de penser économie circulaire, c'est de prolonger au maximum la durée de vie des objets. Et donc ça va être de travailler
de se poser la question de la durée de vie. J'aime beaucoup cette photo, c'est un quatuor qui est passé à La Rochelle il y a quelques années, et l'âge des instruments était mentionné dans l'article. Voilà, donc d'imaginer que des jeunes d'aujourd'hui sont capables voilà, qu'on a été capable et qu'on est encore capable de fabriquer des objets dont la qualité ne se dégrade pas au cours du temps. Voilà, c'est quand même assez formidable, et on peut espérer que dans le monde de demain, les bons artisans retrouvent leur place. Voilà, qu'on se pose la question de fabriquer des biens durables et pas des biens jetables. La question des biens durables se pose aussi par rapport à tous les nouveaux équipements qui envahissent nos foyers. Là, c'est vous voyez les taux d'équipement des ménages, et encore, si j'ai quand même le téléphone portable, l'ordinateur, le téléphone portable, mais on voit qu'aujourd'hui se trouvent dans nos foyers des biens qui n'existaient même pas. Voilà, quand moi j'avais 20 ans à peu près à cette époque-là, le téléphone portable il n'existait pas. J'ai eu mon premier ordinateur à 19-20 ans. Voilà. On a aujourd'hui non seulement des biens qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais dont les durées de vie sont trop faibles par rapport à une économie durable. C'est pas normal de remplacer un ordinateur au bout de 5 ans et un téléphone au bout de 2 ans. Ça, c'est pas durable. Il va falloir qu'on trouve les moyens de construire des biens qui soient réparables, qui soient modulables avec le temps. Alors c'est clair qu'un ordinateur, un ordinateur fixe, une tour fixe à ordinateur où vous pouvez remplacer les pièces séparément, ça a déjà plus de sens qu'un ordinateur portable que vous ne pouvez pas upgrader dans le temps. Mais là se pose vraiment la question des nouvelles technologies et des nouveaux usages, et ça fera l'objet de mes recherches et de mes réflexions futures. Il faut aussi qu'on se pose la question de la durée de vie de biens, de biens tels que frigo, machine à laver, voiture. Il a été un temps où c'était peut-être légitime de remplacer son frigo, sa machine à laver pour un équipement plus économe. Aujourd'hui, les économies en termes de consommation à l'utilisation ne sont pas du tout suffisantes pour justifier le remplacement de ces équipements-là. Et là, on est plus sur comment faire en sorte pour que collectivement, on prolonge de façon d'abord juridique, parce que techniquement c'est possible, mais qu'on oblige petit à petit les constructeurs à mettre sur le marché des biens qui durent longtemps, qui soient réparables, parce que leur fabrication, elle consomme plus, elle coûte plus cher que leur réparation en termes d'impact écologique. Là, il y a un rôle des politiques et des consommateurs à pousser pour qu'on ait vraiment des produits, que les produits de base soient durables. Et puis là, en termes de... Donc, si on doit résumer, c'est quoi l'éco-conception ? C'est concevoir des objets à durée de vie longue, c'est concevoir des objets qui consomment peu d'énergie, et je trouvais cet exemple assez chouette. Moi qui ai eu des enfants et qui ont traversé tous ces stades, d'avoir des objets qui puissent les accompagner, qui puissent nous accompagner sur toute une durée de vie. Qu'on ne soit pas avec des objets qui vont servir quelques mois et puis qui après deviendront obsolètes et seront jetés, non pas parce qu'ils ne fonctionnent plus voilà, mais qui seront jetés ou donnés parce qu'ils n'auront plus d'utilité. La question de la réparabilité et puis de l'usage, là c'est deux exemples qui étaient à la mode dans les années 2010. Michelin, qui d'un point de vue industriel a cessé de vendre des pneus, mais qui se met à louer des pneus et assurer ou à marché secondaire du pneu, ou à pouvoir concevoir des pneus qui vont être recreusés et rechappés et pouvoir prolonger leur durée de vie au-delà de ce qui était le cas jusqu'à présent, et que on va plus vendre des pneus, mais on va vendre une durée de vie, un kilométrage réalisé par ces pneus. Et puis Xerox,
qui a transformé son activité, qui d'abord était vendeur de machines et maintenant qui est devenu loueur de machines. Et à partir du moment où il est devenu loueur de machines, son intérêt, ça a été de construire des machines modulables qui puissent évoluer avec les besoins de l'entreprise et qui soient réparables, où je puisse changer uniquement les pièces d'usure et que je ne sois pas obligé de changer tout l'ensemble une fois que j'ai une pièce qui est lâchée à l'intérieur. Si je veux recycler, tout à l'heure on n'a pas parlé de la difficulté à recycler des éléments trop compliqués. Voilà, plus mon produit va être simple en termes de fonctionnalité, d'assemblage de matière, plus il sera simple à réparer et plus il sera simple à recycler. Pour avoir utilisé les deux équipements, celui de gauche fait relativement bien l'affaire, même pour une famille nombreuse. Et je pense que cette durée de vie, outre sa simplicité de fabrication et de recyclage, que sa durée de vie est bien supérieure à celui de droite. On l'a vu, les ressources fossiles sont vouées à disparaître. Donc il est clair que à un horizon de quelques centaines d'années, on reviendra vers des matériaux renouvelables. Donc qu'ils soient d'origine animale ou végétale, j'aurais très bien pu vous mettre du coton ou du lin comme exemple. J'ai pris celui-là parce qu'on a un matériau... quand vous avez une couverture en cachemire, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus chaud que n'importe quel autre matériau, et je pense même plus que les duvets en plume d'oie. Peut-être le duvet d'oie, qui est par ailleurs utilisé comme isolant dans l'aérospatial. Et puis là, un petit clin d'œil aussi. Alors, en pleine crise de Covid, je dois avouer que je suis ulcérée lorsque je vois cette débauche de masques jetables, dont on retrouve une partie dans la rue et même sur les sentiers littoraux. Il y a plein d'alternatives aux jetables. Celle-ci est intéressante pour toutes les jeunes femmes. Je dois avouer qu'à titre de personnel, les couches pour enfants, ça a peut-être été le seul que je ne suis pas capable d'enlever. Mais les couches pour les filles, il y a plein d'autres solutions, mesdames. Donc, en termes d'éco-conception, efficacité énergétique, économie circulaire, économie de la fonctionnalité et écologie industrielle. Tout ça, on n'était encore que sur le premier facteur, à la fois contenu en carbone de l'énergie consommée. On va passer maintenant au deuxième facteur. Quel contenu énergétique de la croissance, quelle intensité énergétique du PIB. Ce sera plus court, je vous rassure. Là, on va reprendre quelques petites courbes. On pourrait avoir un nuage de points, mais là, on est sur le PIB mondial. On pourrait avoir un nuage de points avec le PIB par pays et consommation d'énergie par pays. On vit dans un monde fini, on a fait le tour de la Terre, on sait maintenant qu'il n'y a pas d'autres continents viables à découvrir. Et je vais citer M. Boulding qui disait « Celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini, il est soit fou, soit économiste qui a oublié de réviser les principes physiques. » Donc le culte de la croissance, le dogme de la croissance, il faut absolument revoir cette question-là. Parce que malheureusement, jusqu'à présent, on a une corrélation très forte entre création de richesse et création d'économie. Création de richesse de la façon dont on le compte aujourd'hui. Et puis là, si on doit se poser la question, est-ce que c'est grâce à l'énergie qu'on fait de la croissance ou est-ce que c'est à cause de la croissance qu'on consomme de l'énergie? Je pense que les deux sont aussi intrinsèquement liés que la poule et l'œuf. Ça, c'est l'intensité énergétique du PIB, donc le facteur qu'on regarde. Combien c'est le ratio énergie sur PIB sur la période historique, donc sur les 40 dernières années. On gagne en intensité énergétique, donc c'est pas un facteur, c'est un facteur où il se passe des choses, mais là il va falloir faire preuve de beaucoup d'intelligence pour découpler ce facteur-là.
Et la question, ça va être comment créer des emplois avec moins d'énergie et de ressources matérielles, comment partager cette richesse. Pour l'instant, une des principales sources de partage de la richesse, c'est à travers le salariat, les emplois. Mais est-ce qu'on va être capable de maintenir les emplois avec moins d'énergie et tout en consommant moins de ressources matérielles? Cette question de l'emploi, du travail, ça m'amène à partager avec vous quelques autres ordres de grandeur qu'il est intéressant d'avoir à l'esprit. En gros, c'est voilà, mon travail, moi en tant qu'être humain, qu'est-ce que je suis capable de développer comme travail au sens physique du terme, comme production d'énergie. Donc là, j'ai le choix entre deux vélos. Je vais prendre le plus costaud, là, le cardio cross training, qui au maximum de sa production est capable de produire du 100 watts. Donc 100 watts, c'est une ampoule à l'ancienne. Votre fer à repasser, votre grille-pain, on est plutôt sur l'ordre de 800, 1000, voire 2000 watts pour les plaques électriques, les fours ou les très gros fers à repasser. Donc voilà, un être humain très en forme en vitesse de pointe, il va sortir du 100 watts transformé en énergie utilisable. Et on va se dire voilà que un bon costaud bien entraîné sur le Tour de France, je ne sais pas quelle puissance, combien de temps il court et quelle puissance il dégage, mais l'ordre de grandeur, 100 watts, on va dire qu'on n'est peut-être pas toujours au maximum, 100 watts fois 70% fois 7 heures, ça nous fait à peu près 0,5 l'équivalent de 0,5 kWh. Donc 0,5 kWh par jour en énergie mécanique qu'un être humain bien en forme est capable de déployer. Si on compare ça à la quantité d'énergie qui est contenue dans un litre de pétrole, donc combien d'énergie dans un litre de pétrole? Alors là, j'ai fait un bidon qui fait plus bidon de 5 litres. Faut imaginer que ce soit plutôt un litre. Un litre de pétrole, ça contient 10 kWh. Mettons que je transforme ça en énergie mécanique. On récupère à peu près 4-5 kWh d'énergie mécanique. Si je transforme ça en électricité, je suis avec mes 30%, là, 3,5 kWh électriques. Donc on voit que 1 litre de pétrole, ça contient autant d'énergie que le travail produit par 10 hommes par jour. Donc 1 litre de pétrole en quantité de travail, si on n'est que sur du travail physique, c'est l'équivalent de 10 hommes jour. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Là, je complique un peu, on est aussi sur des tâches tertiaires intellectuelles, mais que globalement, ce qui se passe depuis une centaine d'années, c'est que petit à petit, les machines pour commencer, puis les robots, puis les ordinateurs sont en train de remplacer de plus en plus les hommes à toutes les tâches. Donc aujourd'hui, on a une énergie qui est très peu taxée et qui détruit de l'emploi. Là, il faut se poser la question de quels sont les emplois qu'on souhaite continuer à confier aux machines. Je pense qu'un tracteur pour semer, ramasser, il y a des travaux pénibles qu'on peut souhaiter faire effectuer par la machine, et puis il y a peut-être d'autres travaux ou d'autres postes où on est plus déjà sur des jobs qui ne sont pas physiquement éprouvants, mais qui sont plus sur du contact humain et de l'accompagnement, où là on peut sincèrement se poser la question de l'intérêt de les remplacer par les machines. Quand je vois aujourd'hui les projets de mettre des robots dans les maisons de retraite pour tenir compagnie aux personnes âgées, on se pose la question de l'utilité humaine et de l'utilité sociale de ces machines-là. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'énergie est très très peu taxée, que en fait tous les coûts d'assurance chômage, d'assurance maladie, ils sont aujourd'hui portés par le travail. Et ce travail-là, il est détruit par des machines. Donc il faut sincèrement se poser la question de comment je transfère les charges qui sont aujourd'hui sur les salaires pour alléger le coût du travail vers la machine. Est-ce que je taxe les robots ou est-ce que je taxe l'énergie qui est consommée par ces robots? Là, il y a vraiment des réflexions à avoir d'un point de vue fiscalité.
et comment je fais en sorte que je ne remplace pas toutes les tâches humaines par des machines. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur où est-ce que je souhaite que la machine remplace l'homme, d'un point de vue sociétal, hein, pas d'un point de vue patron d'entreprise. D'un point de vue patron d'entreprise, une machine, ça ne se met pas en grève, je l'allume, je l'éteins quand je veux, ça ne réclame pas d'intéressement et participation. Là, c'est d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique. Quelle place pour la machine, quelle place pour l'homme dans le monde productif. Troisième facteur, le revenu par habitant, la richesse. Est-ce que la richesse fait le bonheur? Oui, au début. On a besoin d'un minimum de biens matériels pour s'assurer un toit, pour s'assurer une assiette pleine, pour s'assurer une protection contre les prédateurs, pour s'assurer un système de santé, pour pouvoir vacciner les enfants, permettre aux mères d'accoucher dans de bonnes conditions sanitaires. Donc un minimum de richesse, c'est corrélé à ce qu'on pourrait appeler un indice de santé sociale. Alors, des indices de bonheur, des indices de santé sociale, il y en a ces travaux-là que je cite ici. Donc les travaux de Jean Gadret, les travaux d'Aurélien Bouteau, vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont présentés. L'indice de développement humain, l'indice Gini, il y a un pays qui a mis en place, je crois que c'est le Bhoutan, de mesurer le bonheur intérieur brut. Je trouvais celui-là intéressant parce qu'il combine, c'est une somme pondérée de plusieurs facteurs. Il va combiner mortalité infantile, taux de chômage, taux de pauvreté, etc. Et ce que montre cet indicateur-là, c'est que la richesse a beau augmenter aux États-Unis, cet indice de santé sociale, eh bien, il a commencé à décrocher dans les années 70. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, 3% de croissance par an pendant 40 ans, c'est un facteur 3. Donc si au début vous aviez 3 voitures, donc tant que vous n'avez pas de voiture, ça va, mais mettons que voilà, facteur 3, au bout d'un moment, vous avez une voiture, c'est bien, 3 voitures, alors la deuxième voiture c'est pour madame, la troisième voiture c'est pour le grand. Est-ce qu'on a besoin de 3 voitures par foyer? Est-ce qu'on a besoin de multiplier par 3 la surface de nos maisons? À partir d'un certain niveau de confort et de richesse, la question de la croissance et de l'accumulation supplémentaire de biens matériels doit se poser. Sur ce graphique, vous voyez la consommation d'énergie par personne par an en tonnes équivalent pétrole. Donc là, on est sur, voilà, sur la seule consommation d'énergie. On voit qu'il y a de grandes disparités à l'échelle internationale. En fait, je me servais de ce graphique surtout pour voir les ordres de grandeur de notre consommation d'énergie, nous ici en France, où on est autour de cette valeur-là, qui est une valeur moyenne. Donc si je convertis ça, si je convertis 4-5 tonnes d'équivalent pétrole par personne et par an, et que je regarde ce que ça fait par personne et par jour, je suis à peu près à l'équivalent de 10 litres équivalent pétrole par habitant et par jour. Donc ça, c'est notre consommation d'énergie moyenne aujourd'hui en France. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que 1 litre de pétrole, c'était équivalent à 10 jours hommes. Donc quelque part, c'est 10 litres de pétrole par personne et par jour, multiplié par ces 10, voilà, 1 litre égale 10 hommes, et bien 10 litres égale 100 hommes-jours. Donc on peut dire que notre consommation actuelle d'énergie en France, elle équivaut au fait qu'on ait chacun une centaine d'esclaves à notre disposition. Des esclaves qui nous chauffent, des esclaves qui nous transportent, des esclaves qui nous préparent à manger, qui construisent nos maisons, qui fabriquent nos habits, qui fabriquent nos ordinateurs, etc. Jamais, à l'échelle de l'humanité, alors peut-être les rois, les pharaons, pour construire leurs pyramides ou le château de Versailles, mais jamais un citoyen ou un habitant lambda de la Terre n'avait à sa disposition autant de domestiques. Donc là, on va dire que nos modes de consommation correspondent à peu près à cette quantité de travail.
Et là, il me paraît important, surtout dans nos pays riches et développés, de se reposer la question de la finalité de la consommation de biens matériels et d'être capable, je pense qu'avec un minimum de réflexion, d'éducation, d'être capable de se poser des limites et puis de réinterroger la phrase de Molière, ouais, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. L'objectif de la vie, c'est pas d'accumuler des biens matériels. On a besoin d'un petit peu de biens matériels pour mener une vie suffisamment confortable, pour nous libérer du temps pour lire et pour nous cultiver, nous apprendre à nous connaître et à mieux vivre. Mais l'objectif de la vie, ça ne doit pas être d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison, le jet privé, le yacht, etc. Il faut vraiment réinterroger nos objectifs. Là, je vais reprendre voilà, la pyramide de Maslow, peut-être de réinterroger nos modes de vie à l'aune de cette pyramide. Est-ce que je satisfais voilà, quels sont les besoins matériels nécessaires pour satisfaire mes besoins physiologiques, mes besoins de sécurité et de protection. Mais si je prends tout le haut de la pyramide, que ce soit l'appartenance à un groupe, que ce soit l'estime de soi, que ce soit l'accomplissement, là il faut qu'on vise, on vise pour ce haut de la pyramide des valeurs qui ne s'appuient pas sur des biens matériels. Voilà, que pour appartenir au groupe, il ne soit pas nécessaire d'avoir le t-shirt de marque, le basket de marque ou le téléphone de marque, mais qu'on apprenne à nos enfants qu'on peut construire un collectif au-delà de l'accumulation de biens matériels, que c'est pas nécessaire d'avoir la grosse voiture pour avoir une bonne estime de soi et pour se sentir reconnu par ses pairs, et que on peut très bien s'accomplir à travers des activités qui ne nécessitent pas l'accumulation de biens matériels. Alors ça demande réflexion, ça demande de l'éducation, ça demande du temps. Voilà, spontanément, c'est Veblen, qui était économiste, philosophe, sociologue, dès les années 1899, théorisait observait la société et voyait vraiment une différence entre la consommation de ce qu'il a appelé les classes laborieuses, les gens qui travaillaient, et la consommation de ce qu'il appelait la classe des loisirs, où pour les uns, la consommation de biens, c'était des biens nécessaires qui répondaient aux besoins physiologiques, se vêtir, se nourrir, habiter à l'abri, mais que pour les autres, la consommation, c'était devenu une consommation une consommation ostentatoire, une consommation pour affirmer sa supériorité sociale, pour affirmer son pouvoir. Il me paraît important qu'on libère nos enfants et qu'on se libère nous-mêmes de cette consommation-là, de cette consommation superflue, et qu'on soit capable de rivaliser sur d'autres domaines que les biens matériels, que ce soit je dirais le talent artistique, le dessin, le chant, le sport, qu'on ait d'autres façons de s'apprécier que l'accumulation de biens matériels. Voilà, ça c'était une petite image que j'avais prise en 2013, sachant que voilà, j'avais des enfants en bas âge à l'époque, et que malgré toutes les réflexions que je pouvais avoir, et malgré le fait d'utiliser cette petite image, j'avais la sensation de travailler plus que ce qui aurait pu être souhaitable pour l'accompagnement de mes enfants. Et là, chacun fait ce qu'il peut à partir d'où il part, mais je pense qu'on a tous une marge de progression sur le temps qu'on accorde à nos proches par rapport au temps qu'on passe à gagner notre vie. Voilà. Ça peut être aussi, là je vois dans cette phase de post-Covid, on sent surtout dans la jeune génération, là, les 20-40 ans, l'aspiration à autre chose. On peut espérer que ça se concrétise dans des choix de vie différents de ceux que nous on a pu suivre en termes de carrière professionnelle, de localisation géographique, d'objectifs professionnels et d'objectifs de vie tout court. Et ces changements de valeurs, je pense que les industriels et les fabricants de biens peuvent aussi se poser la question de deux points de vue. Est-ce que j'aurai encore des débouchés pour les produits que je fabrique, et est-ce que j'aurai encore des gens qui seront prêts à travailler dans mon entreprise demain par rapport
aux biens que je produis et aux valeurs que je véhicule. Un dernier point très rapide sur la population que j'ai déjà évoqué en début de présentation lorsqu'il était question de population multipliée par une consommation individuelle d'énergie qui permettait d'aboutir à la consommation totale d'énergie. Donc j'expliquais que la population, on était sur des courbes qui étaient relativement connues et prévisibles, hein, que la croissance de la population, ça dépend de la population actuelle, du pourcentage de cette population qui est en âge d'avoir des enfants, et puis du nombre d'enfants par couple. Là, j'avais ces quelques chiffres que j'avais envie de partager. Globalement, à l'échelle de l'humanité, le taux d'enfants par couple est en train de converger vers le taux de renouvellement. On a même quelques pays, comme 2 pays en Europe centrale, Russie, où on a même un taux qui est en dessous du taux de renouvellement. Mais tous les pays, petit à petit, au fur et à mesure de leur développement, tendent vers 2, pourvu que les femmes aient accès à l'école, à l'éducation, un minimum d'émancipation, parce que voilà, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, 2 enfants par femme, ça convient. Voilà, 2 enfants par couple, 2 enfants par famille. Si tant est qu'il y ait un système d'assurance santé qui fait que les enfants soient pas la charge de leurs parents, mais que les assurances vieillesse, le système de santé fassent que ce soit le collectif qui prenne en charge les vieux jours, pour peu que tous ceux qui le souhaitent aient accès à des méthodes de contraception. Là, on voit encore sur ce graphique qui date de 2009 qu'on a encore 40% des grossesses qui sont non désirées et 20% des couples qui n'ont pas accès à la contraception appropriée. Donc il y a encore des actions. Il faut vérifier que ce qu'on a réussi à réaliser sur 80% de la planète, on le conduit jusqu'au bout dans les pays où la transition démographique a pas encore eu lieu. Et puis là, un dernier petit graphique par rapport à la population, pour plus se réinterroger sur la question peut-être des responsabilités ou des impacts globaux. Sur ce graphique-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'intensité, donc là le facteur c'est l'empreinte écologique, donc qui combine une empreinte carbone, mais rajoutée aussi à l'emprise au sol liée à l'alimentation, liée aux autres consommations. Ce qu'on voit, c'est que l'impact par habitant est beaucoup plus élevé en Amérique du Nord qu'en Europe par exemple, et que voilà, globalement en tant qu'Européens, j'aurais envie de dire aux Américains, mais alors vous c'est super facile, vous pouvez facilement diviser par 2 votre impact écologique tout en ayant un mode de vie très 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 agréable. Alors peut-être que les habitants d'Amérique latine pourraient nous dire la même chose à nous Européens, mais regardez, nous on est très heureux chez nous. Si je prends des pays comme le Costa Rica par exemple, voilà, vous pouvez diviser par 2 votre impact écologique sans problème. Donc là on peut se dire que déjà si les Américains, les Européens descendaient leur empreinte écologique au niveau de celui de l'Amérique latine, sans être beaucoup plus malheureux, on aurait déjà globalement un impact beaucoup plus faible sur la planète, mais qu'on resterait quand même au-dessus de la biocapacité, et que là il y a encore du travail en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité des ressources à faire, parce que globalement aujourd'hui, mis à part que les Indiens moyens aujourd'hui, là ça va être la grosse barre verte, Asie-Pacifique, c'est la seule zone, et puis l'Afrique bien entendu, où par habitant les habitants ne dépassent pas la biocapacité de la planète. Je vais détailler un petit peu, on va voir un peu comment est constituée cette empreinte écologique, pour se dire que je pense que le mode de vie qu'on peut viser, c'est peut-être ce mode de vie-là, en gagnant en efficacité énergétique et en efficacité de ressources, parce que quand on regarde donc
comment on décompose cette empreinte, comment est décomposée l'empreinte écologique? L'empreinte écologique, elle est composée de notre empreinte carbone, donc qui se traduit en gros, c'est quelle surface de forêt il faudrait qu'on plante pour absorber le carbone en excès que l'on émet, les terres cultivées, les pâturages, les forêts, les surfaces de pêche et les terrains bâtis. Donc on voit en fait que sur cette empreinte écologique-là, la moitié c'est nos émissions de CO2, donc la moitié c'est nos émissions fossiles. Donc si on arrive à réduire nos émissions de CO2, si on arrive à réduire nos consommations d'énergie fossile, donc à ce qu'une partie de ce morceau gris, ce soit des énergies renouvelables avec un impact carbone nul, on diminuerait d'autant notre impact écologique et le mode de vie européen et le mode de vie d'Amérique latine, on s'approcherait de la biocapacité. Donc voilà. Cette courbe-là, elle nous montre en même temps qu'une minorité d'habitants est responsable d'une majorité du dépassement. Quand on dit qu'on a besoin, aujourd'hui on consomme l'équivalent de 2 terres, l'équilibre entre consommation de ressources et ressources renouvelables, c'était dans les années 70. Aujourd'hui, il en faut quasiment 2 fois. 2 fois plus. Ça, c'est le mode de vie, c'est notre mode de vie à nous, des Européens. Le mode de vie des Européens qu'on a ici, il est plus de 2 fois supérieur à la biocapacité. Mais en augmentant l'efficacité, en baissant le contenu carbone de notre énergie, en augmentant notre efficacité énergétique, si on regarde les autres usages des sols, on reste dans des limites compatibles avec ce côté ressources renouvelables, taux de renouvellement de la biosphère. Là, je finis sur les piliers du développement durable. Moi, je vous ai parlé essentiellement de l'aspect environnemental, un peu de lien à l'aspect économique, mais qu'il faut garder aussi en tête le côté social. C'est quoi un développement durable? C'est quoi un développement équitable? Comment collectivement on s'organise pour partager ces ressources renouvelables, pour partager la biosphère? Et puis là, je vais juste citer... pour terminer, une citation de Gandhi, que là on n'est plus sur peut-être des valeurs morales, de se dire que il est souhaitable que nous occidentaux nous tournions vers plus de sobriété, nous simplifions nos modes de vie, nous simplifions nos modes de consommation pour permettre aux populations les plus pauvres d'Afrique ou d'Inde de vivre dignement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Donc, sachant que c'est une vieille présentation qui date de 2013, que là mon objectif c'était avant tout de réviser ces notions-là et puis d'identifier les graphiques que je souhaiterais réactualiser. Si vous avez des sujets que vous souhaitez me voir approfondir, vous êtes bienvenus dans les commentaires. Merci beaucoup.